Vous prenez du cinéma, beaucoup de cinéma, un peu de théâtre, de la musique, de la peinture et des livres. Vous mélangez. Vous y versez de la mode, de la publicité, de la gastronomie et de la télévision. Vous mélangez le tout. Et vous y ajoutez du sel, du poivre, de l'humour, des herbes, des images et de l'enthousiasme. Et vous obtenez chaque samedi soir Bouillon de culture. L'opposition dépose une motion de censure. La procédure est liée à l'affaire des fausses factures. Le gouvernement est accusé d'entraver la justice. James Baker à Jérusalem tente de relancer le processus de paix. Il a rencontré le gouvernement israélien et une délégation palestinienne. L'aide internationale arrive aux frontières turques et iraniennes. Les parachutages se poursuivent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'affaire des fausses factures fait un retour en politique. C'est le dessaisissement du juge Thierry Jean-Pierre qui relance l'affaire. Il avait décidé de perquisitionner au siège de la société Urbatechnique. Un acte contraire au droit, soulignent les autorités judiciaires. L'opposition dépose une motion de censure. Henri Nallet parle, lui, de manipulation. Louis Carzot. Un ministre prié de conclure sous haute protection. Entrez à votre place. Député de l'opposition fermement rappelé à l'ordre, rarement le dessaisissement d'un juge d'instruction aura fait autant de bruit. Après 15 mois de silence et la loi d'amnistie, cette fois les fausses factures sont revenues en force sur le devant de la scène. Un retour suspect pour certains, au point que l'on parle désormais de complot. Le juge Jean-Pierre, il se fait, ça n'est pas un jugement que je porte, il appartient à un petit groupe qui s'appelait Forum pour la justice, dans lequel on trouve comme par hasard M. Godinot, des militants connus du RP, d'un parti politique, je vous laisse le soin de le trouver, et M. Pfister, comme par hasard. Un retour suspect. Du côté de l'opposition, on estime que c'est l'indépendance de la justice qui est en péril, et dès lors, c'est une motion de censure qui s'impose. Un dimanche à 21h15, on arrête le bras d'un juge au moment où il empile des documents graves dans des caisses. Il a fallu qu'il y ait quelque chose de très important, pour ne pas dire plus. Il faut que le pouvoir aujourd'hui s'explique sur sa panique. Le groupe socialiste est très tranquille avec la majorité présidentielle. Je crois que les Français n'ont pas envie d'une crise gouvernementale et qu'ils souhaitent soutenir le président dans ces circonstances où on devrait aussi s'intéresser à l'international et pas simplement à des querelles hexagonales. Le débat sur la motion de censure devrait avoir lieu jeudi ou vendredi. La position des communistes n'est pas connue, mais nul doute que chacun affûtera ses armes dès demain lors de la séance des questions au gouvernement. L'opposition entend aller jusqu'aux questions au gouvernement qui seront posées demain. Le RPR, l'UDF et l'UDC veulent profiter de l'occasion pour interroger directement le garde des Sceaux, Henri Nallet, l'ancien trésorier socialiste de la campagne présidentielle. Sur place à l'Assemblée, Bruno Roger-Petit. Oui, Philippe, eh bien, ce soir, les passions sont un peu retombées, mais je peux vous dire que les 2 jours qui viennent promettent d'être riches en effet de tribunes. Demain, vous venez de le dire, l'opposition devrait soumettre Henri Nallet à la question, et puis surtout, jeudi, Michel Rocard devrait essuyer le feu d'une motion de censure, et ça, c'est un peu une demi-surprise. On savait que le consensus qui avait prévalu tout au long de la guerre du Golfe avait fait long feu, mais beaucoup pensaient que les difficultés parlementaires pour Michel Rocard et son gouvernement surgiraient un peu plus tard au cours de l'actuelle session, notamment lors de la discussion sur une éventuelle réforme du mode de scrutin pour les élections régionales. Mais voilà, 2 petits jours ont suffi pour qu'on ne parle plus que des affaires éclipsées momentanément par la guerre du Golfe. Financement des campagnes électorales, indépendance de la justice, moralité de la vie publique et amnistie. Les affaires restent donc les affaires et elles occupent à nouveau le devant de la scène. Et on se souviendra que ce sont ces mêmes affaires qui avaient contribué au rejet de la classe politique observé dans l'opinion il y a quelques mois. Et de ce point de vue, on serait tenté de dire, à 2 jours du débat de censure, attention aux effets boomerang. Merci Bruno.
James Baker a rencontré aujourd'hui les membres du gouvernement israélien et une nouvelle fois une délégation palestinienne. Le secrétaire d'État américain va dans le sens des Israéliens en soutenant des négociations directes avec certains pays arabes. Il n'en oublie pas parallèlement les Palestiniens. Sur place, Michel Monpontet et Yann Jiquel. Talleyrand, fin diplomate s'il en est, affirmait qu'un bon négociateur doit avoir au moins 2 vies et 2 langages. La journée de James Baker aura été fidèle à ce précepte, double, elle le fut de bout en bout. Ce matin, en rencontrant David Levy, le ministre israélien des Affaires étrangères, c'est le visage optimiste qui était de mise. Alors que bon nombre d'observateurs s'attendaient à ce que le secrétaire d'État tape du poing sur la table et proteste contre les expulsions des Palestiniens des territoires ou encore contre les nouvelles implantations juives en Cisjordanie, ce fut le mot « paix » qui revint le plus souvent. Une heure de rencontre axée sur le rapprochement d'Israël avec les pays arabes. Et là, la diplomatie a avancé d'un pas notable. J'espère et je suis persuadé que très bientôt nous pourrons annoncer la bonne nouvelle qu'attend tout le peuple israélien, à savoir la paix. Lors de sa rencontre avec Shamir, une heure plus tard, un véritable calendrier de négociations allait même être avancé. Rencontre au Caire dans les semaines à venir avec les pays arabes voisins, le tout sous l'auspice des États-Unis et de l'URSS. Au programme, reconnaissance mutuelle et accords multilatéraux. La crise israélo-arabe était traitée parallèlement, on le voit, mais indépendamment du problème israélo-palestinien. Mais durant l'après-midi allait venir l'autre visage de la diplomatie. James Baker rencontrait une délégation palestinienne, doléances et réclamations. D'après Faisal al-Husseini, un des leaders palestiniens de Jérusalem-Est, qui donnait une conférence de presse, il n'y a aucune bonne nouvelle qui puisse donner aux habitants des territoires. Si ce n'est pas une fermeture, cela ressemble en tout cas à une impasse dans la crise israélo-palestinienne. Et lorsque Yasser Arafat annonce, comme cet après-midi, qu'il est prêt à rencontrer des dirigeants israéliens, on retombe de plein pied dans l'antagonisme perpétuel entre les Palestiniens et les Israéliens. D'un côté, Israël refuse de discuter avec l'OLP, et de l'autre, les dirigeants et le peuple palestinien répètent, comme aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul représentant, l'OLP de Yasser Arafat. L'aide internationale, l'Irak refuse absolument la création d'une zone de protection pour les Kurdes qui serait située dans le nord du pays. C'est donc une fin de non-recevoir aux propositions américaines, françaises et même européennes. Bagdad prétend ce soir qu'il s'agit là d'un nouveau complot mené contre l'Irak et sa souveraineté. Et on a appris il y a quelques secondes que le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé aujourd'hui la création d'une mission d'observation des Nations Unies pour l'Irak et le Koweït, chargée de surveiller les 240 km de frontières communes. Pour cela, 300 observateurs militaires, parmi une centaine venant des 5 pays membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire la Chine, l'URSS, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, seront choisis. Lech Walesa est aujourd'hui à Paris. Il a été reçu par le président de la République qui l'a salué en disant qu'il est un homme qui porte les mêmes espérances que celles qu'il représentait lorsqu'il était le responsable de Solidarité. Le président polonais est à Paris pour 48 heures, une visite qui sera marquée par le traité d'amitié et de solidarité franco-polonais. La Géorgie a proclamé son indépendance. Il y a 9 jours exactement, le pays votait à 98% pour l'indépendance. Aujourd'hui, le Parlement proclame officiellement le retour au statut du 26 mai 1918. La Géorgie faisait partie de ces 6 républiques qui ont dernièrement refusé de participer au référendum organisé par le gouvernement soviétique. Il faut à présent attendre la réaction de Moscou à la proclamation d'indépendance. Elle risque de rester pour le moment symbolique, cette indépendance. La CFDT considère que les 4900 suppressions d'emplois qui ont été décidées par Michelin sont la conséquence directe du rachat d'Uniroyal. Michelin avait acquis la société américaine pour 9 milliards de francs. C'était en septembre 1989. Dans l'affaire de la Société Générale, Samir Traboulsi vient d'être inculpé de délit d'initié. Il a été laissé en liberté. L'homme d'affaires libanais devra cependant verser une caution de 23 millions de francs. On lui reproche d'avoir acheté des actions de la Société Générale après avoir bénéficié d'informations privilégiées.
Bruno Durieux et Claude Évin ont eu raison des cigarettes Chevignon. La société a décidé de mettre fin au contrat qui la liait avec la CETA. Chevignon ne demandera aucune indemnité et ne veut pas, dit-elle, que les hypocrisies de la loi anti-tabac retombent sur la société. À la Bourse de Paris, c'est l'effritement. La clôture s'est faite à moins 0,09%. À Wall Street, la baisse est beaucoup plus franche. Florence Duprat. Coup de déprime ce soir à Wall Street, Philippe. La faiblesse du marché obligataire, mais surtout le recul du dollar, ont fortement pesé sur les cours. Résultat, en clôture, le Dow Jones se plonge de 45,54, soit moins 1,56% à 2873 points. Dans une lettre adressée aujourd'hui à la commission bancaire du Sénat, M. Alan Greenspan, le président de la Fed, a annoncé une reprise prochaine de l'activité économique. Mais cela n'a pas réussi à convaincre les boursiers, bien au contraire. Beaucoup estiment que les consommateurs américains sont trop pénalisés par la stagnation de leurs revenus, mais aussi par leur niveau d'endettement, pour espérer une sortie rapide de la récession. Du côté des monnaies, le dollar pique du nez dans un marché calme. Ce soir à New York, il perd près de 9 centimes face au franc français, à 5 francs 63,95. Il faiblit aussi à 1 Deutschmark 66,65 et 134 yens 90. Sur le marché des métaux précieux, l'or tire son épingle du jeu ce soir. L'once fait un bond de plus de 3 $ à 364,90 $. Voilà tous ces chiffres, toutes ces informations. Vous les retrouvez bien sûr sur votre Minitel. C'est le 3615, code ECO A2. Accident, un mirage de la base d'Istres percute un hélicoptère. 10 militaires sont tués. L'accident s'est produit à 70 km au sud-est de Clermont-Ferrand. Une enquête est bien entendu en cours afin de déterminer pourquoi les deux appareils volaient aussi bas. La visibilité était-elle très bonne selon des témoins? Le Stradivarius du violoniste français Pierre Amoyal a été retrouvé par les carabiniers de Turin. Le virtuose est venu récupérer son précieux instrument aujourd'hui. Son Stradivarius avait été dérobé il y a 4 ans alors qu'il donnait un concert justement à Turin. L'instrument, si l'on en croit son propriétaire heureux, sera confié à un luthier pour une révision, puis essayé dans un endroit reculé et tranquille. L'Opéra Garnier rend hommage à l'un des plus grands danseurs de tous les temps, Nijinsky. Le spectacle s'intitule Nijinska Nijinsky. C'est la nouvelle danseuse étoile de l'opéra, Marie-Claude Pietragala, qui tient le rôle de la mariée dans Les Noces de Stravinsky. Dans le même programme, l'après-midi d'un faune de Debussy, Les Biches de Francis Poulenc et Le Sacre du Printemps. C'est à Paris, à l'Opéra Garnier. Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Laurent Cabrol nous parlera du temps pour demain. N'oubliez pas votre prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est Télématin à partir de 6h30 avec Gérard Morin et Jean-Claude Renaud pour les informations. À 13h, ce sera Hervé Claude et à 20h, Henri Sagnier. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Antenne 2 et je vous remercie pour votre attention. Voici Caractère. Caractère, l'eau de toilette pour hommes, créée par Daniel Echter. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side. Il aime la vie, c'est son caractère. Caractère de Daniel Echter, l'eau de toilette pour hommes. Vous pouvez sûrement trouver un meilleur emploi. Testez vos chances par Minitel. Plus de discrétion, plus d'efficacité. 3617, Job Plus. Lire, Antenne 2, FR3 et le Crédit Agricole vous invitent à participer au championnat d'orthographe. Cette année, les tests de sélection sont proposés à tous les pays du monde.
Le Crédit Agricole organisera les demi-finales qui se dérouleront au mois d'octobre sur FR3. Antenne 2 se chargera de la finale. Et je vous annonce d'ores et déjà une super finale à New York, au siège des Nations Unies. Mais attention, pour se qualifier, il faut impérativement remplir les tests disponibles dans le numéro de Lire du mois d'avril. Bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur, ou presque bonjour. La journée de ce mercredi s'annonce ensoleillée sur la plupart des régions, avec tout de même des nuances que nous allons installer immédiatement sur la carte de France. Des nuances nuageuses, totalement inoffensives bien sûr, qui sont dues à des débordements. L'anticyclone a tendance à s'échapper, à s'en aller un petit peu, mais très lentement, vers les pays de l'Europe de l'Est, et donc il laisse s'infiltrer les perturbations qui se promènent actuellement au large de l'Atlantique. C'est la raison pour laquelle nous avons ici, sur la moitié nord, quelques nuages. Nous aurons quelques nuages dans le courant de la journée de mercredi. Des nuages, bien sûr, sans pluie, mais tout de même qui vont atteindre jusqu'au Poitou-Charentes-Vendée, en allant jusque sur le nord-est, donc la Champagne, les Ardennes, le nord, la région parisienne. C'est tout de même une impression de beau temps. N'exagérons rien, impression de beau temps après la fraîcheur matinale, comme de coutume. Regardez, 1 petit degré seulement à Reims, 4 à Paris demain matin, il fera 1 degré également à Clermont-Ferrand. Ce sont des températures fraîches, pour ne pas dire froides, mais vous allez voir avec l'ensoleillement, paf, la magie de la technique. De 14 à 21 degrés, les températures prennent demain ou cet après-midi une bouffée de 2 degrés, en sachant que pour jeudi, nous conserverons encore cette progression. Et par exemple, en région parisienne, où il fera 19 degrés ce mercredi, il en fera 21 jeudi. Après, les températures vont se stabiliser. Mais c'est la grande douceur, une très très grande douceur. Vous constatez avec moi ce 23 degrés dans la région de Bordeaux. Une grande douceur qui va persister et qui devrait... On peut supposer quand même que le congé de fin de semaine, qui devrait persister jusqu'au congé de fin de semaine, puisque le week-end sera assez ensoleillé. Voici maintenant pour ceux qui circulent, ceux qui voyagent, ceux d'entre vous qui partiront à l'aube vers Vienne du soleil, à Varsovie du soleil, beaucoup de soleil sur cette carte d'Europe et d'Afrique du Nord. Il fera chaud même à Alger et Tunis avec 23 degrés et 24 à Rabat. Sous abri, ça veut dire qu'au soleil, nous atteindrons les 30 à 35 degrés. Demain, nous fêterons les Fulbert avec un soleil qui va se lever à 7h12. Nous gagnons 5 minutes de soleil d'un coup. Paf! Allez, bonne fin de soirée sur Antenne 2. Au revoir.